Oui, Vous pouvez y aller. Bien, bonjour à tous. Je suis Sylvie Rossi et je dirige le campus des métiers et des qualifications hôtellerie et tourisme de montagne. Et je vais partager avec vous aujourd'hui une petite présentation sur les métiers en fait du tourisme et de l'hôtellerie. Et vous allez voir qu'en fait c'est un secteur d'activité d'une richesse absolument incroyable. Alors je pilote ce campus des métiers en fait qui fédère actuellement, à l'heure qu'il est, une quinzaine d'établissements de formation, plutôt situés sur la Savoie et la Haute-Savoie, mais j'y reviendrai à la fin de ma présentation, je vous les présenterai. On va donc démarrer maintenant. Donc je vais partager en fait avec vous une présentation, donc elle devrait normalement s'afficher. La voilà. Très bien. Alors on peut démarrer donc sur la deuxième diapositive. Alors on va dérouler en fait quelques informations globales en fait sur le secteur d'activité, donc sur le contexte et les enjeux. On verra dans un deuxième temps la diversité des métiers possibles dans ce secteur d'activité, pour ensuite évoquer la question des diplômes et des qualifications. Et puis enfin, j'ai mis en annexe en fait au PowerPoint quelques ressources complémentaires, notamment des petites vidéos que je vous invite à consulter individuellement, qui sont très dynamiques et qui présentent de manière assez juste en fait justement la réalité du secteur d'activité. Voilà, on va passer à la diapo suivante. Bien, alors actuellement, donc, la région Auvergne-Rhône-Alpes est la 9e région européenne sur le plan touristique, 2e région touristique en France avant Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc juste après l'Île-de-France. Alors, tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, évidemment, se place avant la crise du Covid, puisque la crise sanitaire, en fait, a considérablement perturbé ce secteur d'activité. Mais ce que nous pensons, c'est que même si il va y avoir des modifications structurelles à l'issue de cette situation difficile, les choses devraient revenir à la normale, et on s'attend d'ailleurs à un boom sur la saison d'été en matière touristique. Donc je me place bien en dehors de la crise actuelle, hein, qui occupe tous les esprits. Donc nous sommes la 2e région touristique après l'Île-de-France et avant Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors vous avez quelques chiffres qui laissent assez songeur tout de même, hein, puisque quand on regarde le nombre de nuitées touristiques dans notre région, c'est 161 millions de nuitées touristiques, c'est plus de 180 000 emplois salariés. Alors on verra, hein, avec une diversité d'emplois qui est assez phénoménale, des investissements, une contribution à la richesse produite au plan régional qui était également très très importante. Donc diapo suivante. Très bien, donc voilà un petit peu ce que recouvre en fait le secteur du tourisme au sens large. Et nous sommes une région particulièrement bien placée en la matière, puisque nous avons à notre actif en fait tout ça, hein, toutes ces possibilités d'insertion professionnelle et d'emploi. Donc ça va de la culture. Alors j'ai mis pour exemple les musées, les expositions, les sites naturels. Donc on a, nous, sur nos territoires de montagne, des parcs naturels régionaux, hein, des espaces protégés. On peut parler des activités événementielles, donc bien sûr les foires, les salons, et puis l'événementiel à titre plus individuel, bien sûr, hein, quand on organise des réunions de famille, des mariages, etc. Tout derrière, en fait, l'organisation de l'événement, vous avez différents métiers qui vont venir produire le service qui est nécessaire. Je garde le tourisme d'affaires pour la fin. Donc, vous voyez qu'on peut travailler également auprès des institutionnels du tourisme, hein. Les collectivités territoriales ont toutes aujourd'hui des responsabilités en matière de tourisme. Donc, vous pouvez être amené à travailler au sein de communautés de communes, ce qu'on appelle les agglos aujourd'hui, et puis aussi dans les syndicats d'initiative, les offices de tourisme. On aborde ensuite le gros, j'allais dire, de l'activité, que sont les hébergeurs, les activités de restauration et assimilées, hein. Les hôtels et les restaurants sont les 2 plus gros créateurs d'emplois et employeurs, hein, au sein du tourisme. Donc ça, j'allais dire que c'est les métiers un petit peu centraux. Et puis sur la colonne de droite, vous voyez qu'on a un petit peu tout ce qui est connexe, en fait, les activités bien sûr de thermalisme, hein. La région Auvergne-Rhône-Alpes est extrêmement bien dotée en centres thermaux.
Les activités sportives, bien sûr, le tourisme fluvial. On a, nous, des lacs absolument magnifiques dans notre région, qui sont le lac d'Annecy, le lac du Bourget, le lac Léman, et qui génèrent à eux seuls aussi des activités touristiques importantes. On parle de plus en plus aujourd'hui d'énotourisme, hein, tout ce qui tourne aussi autour de la production de vin, la mise en valeur des territoires en fait sur lesquels on produit ce vin, avec aujourd'hui une montée en gamme et une montée en qualité des vins de Savoie, hein, donc à ne pas négliger. Les agences de voyage, bien sûr, alors dont la physionomie a quelque peu changé ces dernières années, puisque évidemment, tout se passe aujourd'hui à travers Internet. Par conséquent, on a peut-être moins d'agences de voyage, j'allais dire physiques, en présentiel sur notre territoire, mais par contre, beaucoup d'activités se développent de manière un peu plus dématérialisée. Les activités de transport, et puis j'ai gardé pour la fin celles auxquelles on pense un peu moins. Quand on parle de tourisme, on pense tout de suite vacances, farniente, repos. Le tourisme, c'est aussi le tourisme d'affaires. Donc, si je prends l'exemple du bassin du Genevois, qui est proche de la frontière suisse, c'est un bassin qui est extrêmement dynamique en termes de tourisme d'affaires. Donc, on entend par tourisme d'affaires, bien sûr, les hommes d'affaires qui sont amenés à se déplacer, et puis l'organisation de ce qu'on appelle les séminaires, par exemple, hein, quand on accueille un groupe qui se réunit au sein d'une entreprise. Donc ça génère évidemment de l'activité, notamment pour les structures d'hébergement et bien sûr pour les restaurants. Et puis le tourisme industriel qui a le vent en poupe aujourd'hui, alors qui correspond à des entreprises qui ouvrent leurs portes à des touristes pour faire visiter leurs ateliers, mettre en valeur leur savoir-faire. On peut citer par exemple Opinel, hein, à Saint-Jean-de-Maurienne, qui propose ce type de visite, mais pas que. Hein. Vous en avez disséminé un petit peu partout sur le territoire. Voilà. Diapo suivante. Alors, j'ai donné quelques chiffres en introduction. Le premier, hein, qui est assez parlant, c'est plus de 180 000 emplois salariés touristiques. Alors, vous voyez bien la répartition, c'est ce que je vous disais précédemment. Les deux secteurs en fait, qui tirent sont évidemment les restaurants, enfin ce qu'on appelle les cafés et restaurants, et puis bien sûr au-dessus, les hébergements touristiques. Qu'entend-on par hébergement touristique? Les hôtels, bien sûr, mais là encore, pas que. Quand on part en vacances, on peut aussi partir dans un centre de vacances, un village de vacances, une résidence de loisirs. Ça peut être aussi des campings. Alors les campings aujourd'hui, c'est évidemment n'ont plus rien à voir avec les campings d'autrefois, hein, avec souvent des structures assez haut de gamme, avec des piscines, des centres de bien-être, etc. Et puis, bon, de façon un petit peu moins prégnante, les services de transport, les autres services qu'on a évoqués précédemment sur la diapo précédente. Et puis, vous voyez bien que les agences de voyage qui ne représentent que 3% des emplois. On continue. Alors, un petit focus, donc on va le passer assez rapidement, mais pour vous montrer quand même la densité en fait des acteurs économiques dans ce secteur d'activité, hein, donc des campings que j'évoquais juste avant. Sur notre territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est tout de même près de 1200 campings, alors qui vont du camping basique, mais jusqu'aux 5 étoiles, hein, ce que je vous disais, un peu plus sophistiqué avec des services complémentaires. C'est aussi le secteur des cafés, hôtels, restaurants, donc avec plus de 30 000 restaurants. Notre région est extrêmement bien dotée de tables étoilées Michelin, ce qui fait aussi sa réputation, hein, le pouvoir aussi d'attraction de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Des hôtels, 2800 hôtels, qui fait de nous, hein, la région Auvergne-Rhône-Alpes, la région, là encore, la mieux dotée en France. Voilà, et puis sans oublier également ce que j'évoquais dans mon introduction précédemment, le tourisme social, familial, solidaire, et puis les villages de vacances et les résidences de vacances. On continue. Alors, des enjeux extrêmement forts aujourd'hui. Je vous ai dit tout à l'heure que nous étions la 9e région touristique. L'enjeu, en fait, l'ambition en fait, qui est portée par le comité régional du tourisme en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est de devenir la 5e région touristique. Donc, il nous faut pour cela être en capacité de produire des services touristiques qui soient à la hauteur des attentes et des motivations d'une clientèle qui aujourd'hui, il faut le dire, est un peu moins fidèle, plus zappeuse. Hein, elle profite des offres les plus attractives à l'instant T.
ce qui rend finalement l'activité des entreprises du secteur du tourisme beaucoup plus fluctuante et incertaine. Hein. Donc ça veut dire qu'il nous faut, comme on est dans des activités de service, pardon, il nous faut, face à cette clientèle, en fait, des personnes qui ont des compétences, qui ont un savoir-être, qui savent se comporter de manière adéquate avec les attentes de la clientèle. Et ça, évidemment, ça passe par la formation. Hein. C'est pour ça qu'il nous faut des personnes qui passent dans des cursus de formation, qui reçoivent alors les savoir-faire techniques, bien sûr, mais aussi tout ce qui va autour. Alors, c'est important parce qu'on a longtemps vécu un petit peu sur nos acquis en pensant que comment dire, la qualité française faisait la différence en matière de tourisme, que notre région en particulier mettait en avant, par exemple, ces territoires de montagne avec, il est vrai, des stations, par exemple, de haute montagne de première qualité. Eh bien, aujourd'hui, c'est un petit peu remis en cause, cette suprématie, par une concurrence, en fait, qui est aujourd'hui mondiale. C'est-à-dire que si je veux aller faire un séjour à la neige, eh bien, je vais peut-être pas hésiter entre deux stations françaises, mais je vais peut-être hésiter entre des stations françaises et puis des stations suisses, autrichiennes, italiennes, etc., qui, elles aussi, souhaitent tirer leur épingle du jeu et qui peuvent pratiquer parfois des conditions d'accueil qui peuvent être extrêmement intéressantes, avec un personnel qui souvent, par exemple, est parfaitement bilingue, donc est en capacité d'accueillir une clientèle étrangère, peut-être mieux que nous ne savons le faire, nous, en France. Voilà, donc tout ça fait que c'est un secteur, en fait, qui est en pleine mutation. Alors, si on y rajoute aujourd'hui la crise sanitaire qui fait réfléchir, hein, qui fait réfléchir les touristes sur leur destination potentielle, sur... alors, vous le voyez en dernier point, la transition écologique. Ben oui, aujourd'hui, on se pose quand même la question de l'impact écologique du tourisme. Donc, beaucoup d'enjeux nouveaux ou qui sont moins nouveaux, mais qui deviennent un petit peu plus stratégiques, dont il faut s'emparer, en fait, pour faire évoluer le secteur. Alors, évidemment, on parlera de l'extension continue du digital. Alors, ce n'est pas vrai que dans le tourisme, mais dans notre secteur, c'est tout à fait prégnant. Hein. Aujourd'hui, aucun consommateur ne réserve comme il le faisait il y a 30 ou 40 ans. Aujourd'hui, tout le monde va se renseigner sur Internet, tout le monde compare les offres, etc. Donc, l'avant-séjour est déjà fortement digitalisé. Et puis, quand le client arrive dans son lieu de vacances, eh bien, il a son téléphone portable avec lui et ce qu'il veut, c'est continuer à l'utiliser. Donc, il faut aussi que les acteurs soient en capacité de proposer des services qui soient compatibles avec cette attente digitale. Notre région était marquée souvent par un tourisme saisonnier avec une forte fréquentation des zones de montagne sur la saison d'hiver, un petit peu moins sur la saison d'été. On voit que les choses tendent à s'équilibrer pour différentes raisons. Le déficit de neige sur des territoires de moyenne montagne, par exemple, qui conduit les territoires à réfléchir à l'avenir un peu différemment. Et puis, le développement aussi d'activités en fait, touristiques sur la saison d'été, qui n'existaient pas forcément autrefois. Voilà, on va continuer. Alors, les métiers, allons-y pour la diapo suivante. Les métiers sont donc multiples et variés. Donc, on retrouve des métiers, évidemment, dans le secteur qui est la locomotive, en fait, hein, du tourisme, que sont les cafés, hôtels, restaurants. J'y reviendrai après, on va décliner des diapositives par grands thèmes. Les métiers de l'accueil, les métiers, bien sûr, de l'accompagnement, de l'animation, du sport et du bien-être. Les métiers de l'hébergement, donc à ne pas négliger, ils sont stratégiques aussi dans le secteur. Les métiers de l'entretien des bâtiments des extérieurs, je passerai rapidement là-dessus puisqu'ils sont moins directement connectés au secteur du tourisme. Et puis les métiers de la conception et de la commercialisation qui sont en pleine reconversion hein, du fait de l'émergence en fait du digital, de l'Internet. Voilà, on continue. Alors, les cafés, hôtels, restaurants, eh bien les voilà, donc les métiers sont déjà au sein des cafés, hôtels, restaurants, vous avez une diversité de métiers, hein, vous les trouvez en bas dans le petit bandeau un peu plus foncé. Donc évidemment, vous avez des chefs cuisiniers, donc ceux-là sont mis en valeur notamment dans les émissions télévisées type Top Chef que certains d'entre vous sans doute regardent. Ensuite, vous savez qu'il y a une organisation qui
qui est quasi militaire dans les cuisines. Donc dessous, vous avez souvent une organisation assez hiérarchisée avec des secondes cuisines, des commis de cuisine. Et puis après, du côté de la salle de restaurant, vous retrouvez en fait un directeur de la restauration, donc quelqu'un qui pilote l'organisation complète du restaurant et qui du coup doit manager des équipes dans lesquelles vous trouvez des chefs de rang, des serveurs, des sommeliers. Les sommeliers sont ceux qui vous conseillent en matière de boissons et en particulier de vin, une fois que vous avez choisi vos plats. Barman, bon, ça sans difficulté. Et puis, dans les grands hôtels, vous trouvez quelqu'un en fait, qui est à l'accueil de l'hôtel, dont le rôle en fait, est de vous apporter conseil sur n'importe quel sujet. Si vous avez envie d'aller faire une course quelque part, si vous avez envie de réserver un soin à l'espace bien-être, si vous avez envie, ben cette personne-là s'appelle un concierge. Donc c'est un peu, j'allais dire, un peu la personne savante qui maîtrise un peu toutes les informations qui concernent l'hôtel, mais aussi son environnement extérieur. Après, les métiers de bagagiste aussi. Donc, ces métiers-là, en fait, sont caractérisés par la créativité quand il s'agit des métiers de cuisine. Globalement, ce sont des métiers de contact, surtout quand il s'agit des métiers du service ou quand on est concierge. On est en permanence en contact avec la clientèle extérieure, donc il faut être extrêmement adaptable. Et puis, il faut avoir une capacité à gérer les conflits parce qu'on a parfois des clients qui peuvent être un peu difficiles, donc il faut toujours avoir la maîtrise de soi. Il faut aussi être en capacité de gérer en fait une activité qui est parfois un petit peu sinusoïdale avec ce qu'on appelle des coups de feu, donc que ça soit au restaurant, évidemment, comme vous le savez, tout le monde mange à peu près à la même heure. Mais à l'hôtel, c'est un peu pareil. On a des heures durant lesquelles tous les clients arrivent, puis d'autres durant lesquelles tous les clients partent. Donc, il faut être en capacité de gérer en fait ces différentiels d'activité. On continue. Alors, les métiers de l'accueil. Bon, là, vous avez évidemment tout ce qui est métier agent, hôtesse d'accueil, les chargés d'accueil. Partout où vous allez, vous alliez dans un hôtel, un village de vacances, un camping, vous avez toujours quelqu'un en fait dont le métier est de vous accueillir. Ce qui est important, c'est que ces personnes-là sont les premières personnes que vous allez voir quand vous arrivez dans un acteur en fait du tourisme. Donc la première impression en fait est très importante. Donc il faut que cette personne elle ait un savoir-être particulièrement maîtrisé, qu'elle ait un niveau de langage qui soit adapté à vous, qu'elle maîtrise si possible plusieurs langues étrangères, et puis bien sûr avec la digitalisation, il faut que ces personnes en fait maîtrisent de mieux en mieux tout ce qui est logiciel un petit peu spécifique et professionnel, qu'elles connaissent tous les modes de consommation, donc ce qu'on appelle les canaux de distribution dans le tourisme. Voilà. On continue. Alors, je vais passer un peu plus vite. Les métiers d'accompagnement, d'animation, de sport et de bien-être. Vous avez énormément de structures touristiques. Alors, quand on parle d'hôtellerie de plein air, c'est évidemment les campings. Vous voyez apparaître les villages de vacances dans des structures comme celle-là, y compris d'ailleurs dans des hôtels qu'on appelle aujourd'hui des resorts. Vous avez une diversité de métiers qui peuvent aller jusqu'à l'animation enfant, l'accompagnement sportif, les maîtres nageurs, des chargés d'animation, des gens qui maîtrisent particulièrement bien la culture locale et qui vont être en capacité de proposer en fait des services aux touristes qui mettent en valeur le patrimoine, etc. Donc, beaucoup de métiers différents. On continue. Alors, l'hébergement, l'entretien, la propreté, évidemment, ça touche en particulier les hôtels. Quand vous arrivez dans un hôtel, un village de vacances, ce que vous aimez, c'est pouvoir profiter de votre chambre assez rapidement et surtout que votre chambre soit propre quand vous arrivez, qu'elle soit bien rangée. Donc, il faut qu'il y ait derrière, en fait, une équipe extrêmement professionnelle qui pilote tous ces aspects-là. Souvent, c'est les personnes qui se chargent en fait de ces activités-là sont sous la responsabilité de ce qu'on appelle un gouvernant ou une gouvernante, dont le rôle est d'organiser et de gérer le planning en fait de ce qu'il y a à faire, et c'est déterminant, surtout dans les périodes d'activité intense que j'évoquais précédemment, où vous avez beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées. Il faut être extrêmement réactif, sinon le client est mécontent. On continue. Alors, les métiers de la conception et de la commercialisation, ils sont centraux aujourd'hui. Tout le monde va se balader sur des sites internet, des comparateurs en ligne.
Donc, il faut aussi avoir derrière cela des gens qui soient en capacité de gérer des sites internet ergonomiques, sécurisés pour le client. Il faut que les produits touristiques qu'on propose, s'il s'agit par exemple de circuits touristiques, il ne faut pas proposer n'importe quel circuit. Il faut que ce que vous proposiez corresponde exactement aux attentes de ces consommateurs que vous avez en face. Donc, vous avez des compétences, j'allais dire, informatiques, digitales à maîtriser. Aujourd'hui, les entreprises aussi ne peuvent plus faire l'impasse en fait sur les avis clients. Vous avez énormément maintenant même de sites sur lesquels le client peut déposer un avis. Alors, il est souvent beaucoup plus prompt à déposer un avis quand il n'est pas content. Bien, quand un client dépose un avis qui est négatif, en aucun cas l'entreprise ne peut se permettre de laisser cet avis sans réponse. Donc, il faut aussi qu'il y ait des gens derrière qui soient en interaction avec le client. Alors, en interaction avant le séjour, au moment de la réservation, pendant le séjour et après le séjour. Savoir si le client a été content, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est moins bien passé. Ça permet aux entreprises du secteur aussi de progresser, de s'améliorer. Alors, on parle de community manager quand les entreprises créent une communauté de clients auxquels elles vont proposer des services un petit peu spécifiques ou privilégiés. Il faut qu'il y ait quelqu'un derrière qui anime tout ça. C'est très chronophage. Voilà, vous avez aussi des métiers qui sont des métiers, par exemple, de revenu manager. C'est que si vous avez un hôtel avec des chambres et puis que toutes les chambres ne sont pas vendues ce soir, c'est embêtant parce que ça représente des charges en fait pour l'entreprise. Donc, on a des personnes qui sont en responsabilité dont le job en fait est de faire varier le prix des chambres. Vous avez dû constater que quand vous voyagez, suivant la date à laquelle vous réservez, suivant le délai que vous avez avant le départ, etc., le prix que vous payez n'est pas le même, qu'il s'agisse d'un voyage en train, en avion ou d'un séjour dans un hôtel. Et tout ça sont des métiers très techniques qui nécessitent des compétences particulières. Voilà, on continue. Alors, je passe un petit peu sous silence. Dans certains centres touristiques, vous avez la nécessité, bien sûr, d'avoir des agents, ce qu'on appelle les agents polyvalents, qui vont assurer l'entretien, la maintenance. Si je prends l'exemple d'un camping dans lequel vous avez des bungalows, des mobil-homes, si vous avez une plaque électrique qui tombe en panne, si vous avez une fuite, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit en capacité d'intervenir rapidement pour, là encore, toujours donner satisfaction aux clients. Les métiers de paysagiste et puis qui assurent l'entretien des espaces verts sont aussi déterminants. On ne pourrait pas imaginer en fait qu'un lieu de vacances, un centre touristique ne soit pas correctement entretenu. Voilà, on continue. Alors, on l'a un petit peu évoqué déjà tout à l'heure, mais vous avez vu que beaucoup de métiers extrêmement différents qui nécessitent en fait des compétences qui sont aujourd'hui de plus en plus pointues. Donc, on parlait du digital, donc ça on l'a déjà évoqué. J'ai parlé de la polyvalence, donc ce qu'on appelle la pluricompétence, de plus en plus recherchée. L'accompagnement des clients. Les clients aujourd'hui, en fait, sont totalement autonomes, souvent avec leurs propres outils numériques. Et du coup, le rôle finalement du personnel qui est en face, c'est moins de faire à leur place que de les aider à faire. Donc, ça change un peu la posture aussi du salarié qui travaille. Donc, ce sont des compétences bien particulières. On a parlé de développement durable, on a parlé de transformation du tourisme qui aujourd'hui, on le sait, va se tourner davantage vers un tourisme plus responsable, plus éthique. Donc ça, c'est pareil, ça va nécessiter des compétences qui soient tout à fait particulières. Et puis, évidemment, ce sont des activités qui se font dans un cadre réglementaire assez contraignant. Si je prends l'exemple de la cuisine, on ne pourrait pas imaginer de servir des plats qui ont été fabriqués sans respect des normes d'hygiène, etc. Alors, la crise du Covid va nous apporter son lot de textes réglementaires qui vont venir s'ajouter, se surajouter à ceux qui existaient déjà. Donc, ça veut dire qu'on a une évolution forcément des métiers et des compétences en fait, qui doivent être maîtrisées par les gens qui travaillent dans ce secteur d'activité. Donc, ce n'est pas des métiers sur lesquels on peut se dire on se repose sur ses lauriers puis on continue finalement à faire ce qu'on faisait déjà il y a 30 ans. Ce n'est pas possible. Il faut être toujours en situation un petit peu de veille pour être toujours dans l'air du temps. À noter aussi que quand on suit des formations dans ce secteur d'activité-là,
ce qui se dit souvent, c'est qu'on acquiert des compétences qui sont transférables. C'est-à-dire qu'il y a des exigences, alors je passe sous silence les savoirs techniques, mais les savoir-faire techniques, mais par contre, tout ce qui est notion de savoir-être, d'adaptation à la clientèle, etc., c'est souvent des compétences qui sont extrêmement appréciées et vous avez des entreprises d'autres secteurs d'activité qui viennent en fait piocher des candidats dans les personnes qui ont été formées dans le secteur du tourisme. Voilà, donc on continue. Alors voilà les valeurs en fait qui sont assez représentatives du secteur d'activité, donc ce qui revient beaucoup quand on interroge ceux qui travaillent dans le secteur ou ceux qui font des études dans le secteur, les voilà, donc c'est bien sûr tout l'aspect humain, le contact humain, le relationnel. Là, même si on dit qu'on fait beaucoup de choses en distanciel, etc., pour le coup, les activités touristiques, elles ne peuvent pas toutes se faire en distanciel. On comprend bien pourquoi, quand on part en vacances, on se déplace physiquement sur un lieu de vacances. Et ce qu'on attend, une fois qu'on est sur le lieu de vacances, c'est d'avoir un personnel en face qui soit à la hauteur de nos attentes, avec lequel on puisse interagir. On va au restaurant, ce qu'on attend, c'est que le serveur ou le chef de rang nous conseille ce qu'on va manger, nous conseille ce qu'on va boire avec ce qu'on va manger, avec qui on puisse discuter, interagir. Donc, vous voyez que les mots qui reviennent beaucoup sont des mots qui ont trait à l'humain, en fait. Relationnel, échange, contact, équipe. Ça aussi, c'est un point important. Ce sont des métiers, en fait, qu'on ne pratique pas de manière individuelle. C'est des métiers extrêmement collaboratifs. Dans une cuisine, on a ce qu'on appelle une brigade qui travaille en cuisine et tous les membres de la brigade en fait sont là en fait pour produire au final un service, mais ils sont tous complémentaires dans ce qu'ils font. Donc on retrouve de ce fait-là des mots de solidarité par exemple. Il n'est pas question que chacun fasse ce qu'il veut dans son coin indépendamment des autres. Évidemment, vous voyez apparaître le mot mobilité. Embrasser une formation dans l'univers du tourisme, ça veut dire quelque part qu'on a envie de bouger, de voyager, d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs, de découvrir. Voilà, donc des mots importants. Voilà, et puis il y a le mot réactivité en bas que vous voyez apparaître et qui évidemment est en lien avec ce que j'évoquais tout à l'heure. Il s'agit d'être dynamique. Quand le client demande quelque chose, il ne veut pas attendre, encore moins aujourd'hui qu'hier. Donc il faut être extrêmement réactif. Voilà, on poursuit. Alors, on va voir tout de suite la diapo suivante sur les diplômes et les qualifications. Donc, j'ai fait apparaître donc, des formations qui sont de différents niveaux. On parle souvent du CAP cuisine ou des bacs professionnels, mais il faut savoir que dans le tourisme, on a des formations qui vont du CAP jusqu'au Master 2. Quand on veut être, par exemple, revenu manager, ce que j'évoquais tout à l'heure, il faut aller jusqu'au niveau master. On ne fait pas du revenu management simplement avec un bac professionnel. Donc, il y a une palette en fait de formations extrêmement importante. Alors là, ça, c'est les diplômes reconnus par l'État, bien sûr. Et puis, en plus de ces diplômes, vous avez ce qu'on appelle les titres professionnels qui, eux, sont délivrés par les branches professionnelles. Et voilà, qui peuvent constituer des bons compléments aux diplômes, qui sont faits souvent sous forme modulaire, avec des formations de durée courte. Par exemple, quelqu'un qui serait diplômé depuis pas mal d'années, mais qui souhaiterait acquérir des compétences dans le digital, vous avez la possibilité de trouver des titres professionnels là-dedans qui vous permettent de vous former rapidement pour acquérir les compétences qui vous manquent. Voilà, il faut aussi dire une chose, c'est que c'est un des rares secteurs encore aujourd'hui où on peut entrer sans diplôme, simplement avec l'importance du savoir-être et puis surtout de l'enthousiasme et de la motivation personnelle. Ce sont des métiers passion, c'est vrai, ce sont des métiers dans lesquels on travaille quand les autres ne travaillent pas, puisqu'on est là, par exemple sur des lieux de vacances, quand les autres sont en vacances, nous on est en train de travailler. Mais ce sont des métiers qui nourrissent en fait la richesse intérieure par rapport à tous les contacts qu'on peut avoir. Donc on peut rentrer sans diplôme et puis ensuite progresser professionnellement au sein d'une entreprise ou pas au sein d'une entreprise, au sein de plusieurs entreprises à travers la mobilité professionnelle. Donc ça existe encore. C'est aussi un secteur, comme on a évoqué plus haut, avec des titres professionnels. Donc ça veut dire que c'est un secteur d'activité qui accompagne dans la professionnalisation de ses salariés et la formation. Alors, on continue.
Alors, le schéma est un petit peu compliqué, mais au moins il permet de clarifier un petit peu les choses. Donc, on se pose la question de savoir si on veut rentrer dans le secteur au moment où on rentre en troisième, si tant est qu'on cherche à avoir un diplôme. Donc, à la fin de la troisième, on peut aller donc, vers le côté droit du schéma, les cases orange, qui sont donc les filières plutôt courtes, des filières donc, de CAP, qui peuvent être des filières de CAP cuisine, service, mais aussi pâtisserie, crémier, fromager. Au-delà de ces 2 années de CAP, rien n'empêche de poursuivre à travers des brevets professionnels ou des mentions complémentaires. Ça correspond au cadre, l'espèce d'octogone rose qui est au-dessus. Si maintenant on souhaite on souhaite avoir un baccalauréat, eh bien là on a 2 choix possibles à nouveau. Rentrer d'abord en filière professionnelle, donc un baccalauréat professionnel avec une seconde qui est générale, un peu indifférenciée depuis la rentrée 2020. Donc seconde professionnelle dans laquelle on va faire et de la cuisine et du service. Et en fin de seconde, on se détermine de savoir si on veut aller en première professionnelle cuisine ou service. Si on choisit la cuisine ou le service en première, on continue évidemment en terminale pour obtenir le baccalauréat professionnel qui correspond. On peut aussi décider d'aller en seconde sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration. Et là, on entame un cursus de 3 ans, tout à fait normal, seconde, première, terminale. Si à la fin de la seconde STHR, donc sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration, on se rendait compte qu'on s'est trompé, que ça ne nous plaît pas, on a la possibilité à la fin de la seconde de reconnecter en fait sur une première générale. Ça, c'est une possibilité. De la même façon, on peut aller en seconde générale et à la fin de la seconde générale se dire non, je regrette, j'aurais dû aller en sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration et rentrer donc dans cette filière technologique qui est dédiée au secteur d'activité directement en classe de première, donc après une seconde générale. Voilà pour j'allais dire, les formations les plus importantes, ne serait-ce qu'en nombre de recrues. L'autre possibilité, c'est évidemment d'aller au baccalauréat général après la troisième, donc seconde, première, terminale, et puis en arrivant en terminale, se dire non, décidément, c'est bien l'hôtellerie qui me plaît, et dans ce cas-là, on passe par cette petite case verte qui est à gauche du schéma, qui s'appelle la classe de mise à niveau, qui permet, comme son nom l'indique, en fait, de donner essentiellement un savoir et un savoir-faire technique, en fait, au baccalauréat général, qui leur permet ensuite de rejoindre donc, le cursus en 2 ans du BTS, qu'on appelle aujourd'hui Management de l'hôtellerie et de la restauration. Ils se préparent en 2 ans, avec une première année de tronc commun, et en deuxième année, 3 options possibles. L'option A, management donc en restauration, l'option B, management en cuisine, l'option C, management en hébergement. Quand on est au bout de ces 2 ans de BTS, rien n'empêche de continuer, soit sur des licences professionnelles, et puis ensuite des masters. Donc c'est la case en rouge qui est en haut. Alors ça, c'est pour la filière hôtellerie, celle qui touche au cœur de métier. Si maintenant on veut aller dans le tourisme, mais que ce n'est pas l'hôtellerie-restauration qui fait rêver, on peut fort bien s'orienter vers un BTS tourisme qui se prépare également en 2 ans après le baccalauréat, quel que soit le bac. Donc ça veut dire qu'il faut avoir ou un bac général, ou un bac technologique tertiaire, ou un bac pro tertiaire, ou un bac STHR, donc on est passé par le bac sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration, mais on a envie de sortir du cadre de l'hôtellerie et aller vers le secteur du tourisme au sens large, on peut aussi le faire. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, il existe aujourd'hui beaucoup de passerelles. Donc il ne faut pas s'en tenir à ce schéma-là, il faut contacter les établissements qui sont susceptibles de vous intéresser, et voir avec eux ce qu'ils proposent. Alors, les sites internet sont déjà une bonne source d'information, mais le conseil que je donne, c'est se renseigner, de savoir s'il existe des journées portes ouvertes en présentiel ou virtuel compte tenu de la situation sanitaire. Ça n'est pas grave. Et surtout, se renseigner sur les parcours possibles. Certains peuvent être raccourcis. Il n'est pas rare aujourd'hui qu'on ait un baccalauréat général qui souhaite faire un CAP de cuisine parce qu'il a un projet derrière, un projet professionnel. Très clairement, le CAP de cuisine, on ne va pas lui proposer en 2 ans, on va lui proposer en 1 an seulement, puisqu'on considérera que tous les enseignements généraux auront été acquis
dans le cadre de la préparation de son baccalauréat général. Donc, il y a beaucoup de diversité de passerelles possibles. Donc, il est nécessaire en fait de faire œuvre de curiosité et de bien se renseigner. Voilà, donc on continue. Voilà, alors c'est ce que je viens d'évoquer, donc les passerelles. Voilà, il existe bien sûr des cursus aussi périphériques sur les métiers de la transformation alimentaire ou des métiers liés à l'hydrothérapie, par exemple, pour avoir un poste d'agent thermal, par exemple, dans un centre thermal. Donc, ce n'est pas vraiment le cœur même du secteur du tourisme, mais toutes ces formations existent aussi. Alors, ce qu'il faut noter quand même, c'est que la majorité des formations peut être suivie par ce qu'on appelle la formation initiale ou encore voie scolaire. Alors là, vous rentrez dans un établissement scolaire et puis vous avez des enseignements du type de ceux qu'on connaît, par exemple, au collège, à ceci près que ces enseignements sont souvent teintés de périodes de ce qu'on appelle les périodes de formation en milieu professionnel qui correspondent aux stages. Donc, pour chaque niveau de diplôme, vous avez une période de stage en fait qui est à faire en entreprise. Ça, c'est la première solution. Et la deuxième, c'est la voie de l'alternance. Donc, pour l'essentiel, pour des gens qui sortent de collège, c'est évidemment un contrat d'apprentissage. Donc, vous avez une partie des compétences qui s'acquièrent dans les centres de formation, donc centre de formation d'apprentis ou section de formation par apprentissage de certains établissements scolaires. Et le reste des compétences, eh bien, évidemment, s'acquiert dans le monde professionnel chez l'employeur. Donc là, on change de statut, on devient en fait un salarié, on est rattaché au ministère du Travail, on a un vrai contrat, et puis on commence à percevoir un salaire. Voilà, on poursuit. Voilà, donc sur notre territoire, beaucoup de lieux de formation. Donc, comme je le disais précédemment, certains ne proposent que des parcours par la voie scolaire, mais c'est de plus en plus rare. C'est souvent des parcours hybrides. Vous avez par exemple pour des BTS tourisme, vous avez des centres aujourd'hui qui proposent une première année en fait par la voie scolaire. Et puis la deuxième année, vous pouvez la faire soit par la voie scolaire, soit par la voie de l'apprentissage. Donc, il y a énormément de possibilités. Alors, on va projeter la dernière diapositive. Et comme ça, je vais pouvoir vous montrer la pléiade en fait d'établissements qui sont présents sur notre territoire. Donc, diapo suivante. Voilà. Donc, alors, on va dire en gros ceux qui sont sur le bas gauche de la diapositive, qui sont le Villaret, l'AMFR, le Fontanil, le campus de Groisy. Ce sont des centres qui préparent par la voie de l'apprentissage. Vous avez en haut à droite, alors je l'avais mis un peu à part parce que c'est la MFR d'Annecy-le-Vieux qui, elle, prépare, mais au domaine du tourisme, donc pas à l'hôtellerie, mais qui est aussi une maison familiale et rurale, donc qui fait que de l'apprentissage. Puis après, les autres établissements qui figurent sur la diapositive, donc qui peuvent être l'école hôtelière Savoie-Léman à Thonon, le lycée Jean Monnet d'Annemasse avec sa section d'enseignement professionnel restauration, le lycée hôtelier de Challes-les-Eaux, l'école hôtelière François Bise de Bonneville, ou encore le lycée Ambroise Croizat, donc à Moutier, sont des établissements, j'ai oublié, le lycée Poléro aussi, Saint-Jean-de-Maurienne, sont des établissements en fait publics et qui là préparent majoritairement par la voie scolaire, mais qui en leur sein peuvent également avoir des parcours hybrides, donc voie scolaire apprentissage, ou des parcours par la voie de l'apprentissage. C'est le cas par exemple à Challes-les-Eaux qui a un BTS management de l'hôtellerie et de la restauration option A par la voie de l'apprentissage. Pareil pour Ambroise Croizat, pareil pour l'école hôtelière Savoie-Léman. J'ai fait apparaître l'université Savoie-Mont-Blanc pour la poursuite d'études qui figurait en haut de mon schéma, puisque l'université Savoie-Mont-Blanc, nous avons la chance d'avoir sur notre territoire une université donc, qui propose des formations post-BTS, notamment avec licence pro, licence et master 1, master 2, notamment dans les domaines du tourisme et du revenu management que j'évoquais tout à l'heure. Et puis enfin, sur le côté droit tout en bas, vous avez ce que j'ai appelé les métiers un peu périphériques. Donc la salle à Thonon-les-Bains, le lycée Saint-Joseph, qui a des formations depuis plus de 10 ans sur l'hydrothérapie, pour ceux qui sont intéressés de travailler dans le secteur du thermalisme. Et puis surtout une école qui se trouve à La Roche-sur-Foron, l'École nationale des industries du lait et de la viande, qui propose des formations là sur la transformation alimentaire. Donc, qui sont des formations qui sont complémentaires des formations hôtelières, qui sont connexes en fait au monde de l'hôtellerie. Voilà, j'ai positionné sur la toute dernière diapo qui suit donc des liens vidéo que je vous laisserai découvrir
par vos propres moyens. J'espère avoir été suffisamment éclairante en fait sur ce secteur du tourisme il y a tant à dire en fait qu'il est compliqué d'être plus concis. Voilà. En tout cas, je vous invite à rejoindre ce secteur qui est un secteur extrêmement enthousiasmant et avec des sections de formation qui ont une très très bonne réputation. Voilà, merci de m'avoir écouté. Bonne journée. Merci beaucoup. J'ai tout Voilà. suivi, tout est enregistré. Donc, je clôture. Je vous laisse Oui, sortir de la réunion. Et puis, du coup, je clôture l'enregistrement. Merci beaucoup, hein. ok. Et puis à bientôt. À bientôt. Au Bonne revoir. journée, au revoir. Au revoir.